Bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de notre petit groupe d'amis réunis par le rugby. Alors je suis très content d'être là avec joueuse des Pink Rockets de Stade Français, c'est Alban Borel. Salut Alban. Salut TK, salut la bande. Merci pour cet acte de galanterie. Heureuse de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode bien spécial. Et nous avons aussi Théodore de Saint-Rémy, ancien Racingman mais aussi éducateur dans le rugby. Oui, tout à fait, les deux, et pas que Racingman aussi. Le PUC, Orléans, la CBB, plein de clubs, mais surtout aujourd'hui dans l'équipe du Pack de Potes. Et très heureux d'être là. Ah, c'est gentil. Cœur. like, love. Et nous avons aussi Charlie Bayer de Massif Central. Salut Charlie. Salut les copains, ravi de vous retrouver aussi. Je vous signale tout de suite, je préfère mettre en préambule, que on enregistre le dimanche, je sors d'un dimanche où j'ai commencé avec mes petits 2012 que je suis ravi de retrouver en tant qu'éducateur. J'ai continué sur un entraînement qu'on retrouvait en phase 3, évidemment. J'ai continué sur le match que j'ai un peu arrosé avec des copains. Donc mon analyse aujourd'hui sera peut-être avec un peu moins de recul, mais avec beaucoup plus de ferveur. Voilà. On est au chaud suite à ce super match. Moi, j'appelle ça le super crunch parce que c'était quand même quelque chose. On va attaquer avec le match France-Angleterre d'abord. Par la suite, ça va être tous les autres matchs de Autumn Nations Cup. Restez à la fin de cet épisode pour découvrir un entretien que j'ai fait avec Recycling Rugby, qui est une organisation qui recycle des ballons de rugby, les transforme dans des sacs et des portefeuilles de super qualité. Et en plus, les bénéfices vont à Serge Betson Academy. Donc, beaucoup à aimer là-dedans. Donc, j'ai parlé avec... Excellent. Salut l'ami Serge. Donc j'ai parlé avec Lionel Quenandel par rapport à Recycling Rugby, donc restez jusqu'à la fin. Et juste un petit rappel aussi, n'oubliez pas d'écouter Chronique de Motor City de 6 décembre, parce que j'étais guest star et c'était vraiment sympa de passer du temps. Et revenez en 2 semaines, nous avons un autre entrevue avec Rémi Martin. What a program. Absolument. Tu sais, Ticket, t'as pris le melon depuis que t'es passé chez les Chroniques de Moteur. Je n'en peux plus. Tu n'arrêtes pas de parler de ça. Est-ce que c'est ça? Charlie est dans le compliment de ça. C'est vraiment vrai. Si on passe à ce super crunch. C'est le final de ce premier Autumn Nations Cup à Twickenham, France-Angleterre, où il y a quand même quelques supporters. Le match démarre assez vite avec Gang, moi je l'appelle Genghis Khan, qui fait son méchant et provoque une pénalité contre les Français. Farrell, déjà un peu amoché, marque les 3 premiers points de ce match. Ça va pour les Français avec le ballon en main, on voit des petits percés, mais des pénalités après pénalités. Donc on a encore des opportunités pour Farrell, mais il en rate une. Maintenant c'est nous qui provoquons les pénalités. Jolie course de Jalibert, il passe un essai à Brice Dulin, qui a un très très bon début de match, 7-3 pour nous. Des nettoyages sympas des Bleus, on protège pas mal le ballon. Brice fait briller son jeu de pied, Jalibert est en jambes, on pique des touches, on passe un bon moment de rugby et ça va continuer. Les Anglais sont reculés 2 fois. Slade fait un petit geste méchant. 2 minutes plus tard, c'est Jalibert qui nous donne 3 points. Petite erreur des Français qui va peut-être nous coûter cher. Brice Dulin tape directement en touche. Pendant les 5 dernières minutes de ce mi-temps, ce match de rugby est transformé en lutte gréco-romaine. On réussit de défendre la ligne avec une envie et énergie marquante. En avant des Anglais, au vestiaire où le coach anglais Eddie Jones va cracher du feu pendant ce premier mi-temps. Les gars, moi je vous annonce tout de suite, j'avais parié sur ce match, parce que la semaine dernière on avait discuté un peu. C'est vrai qu'on attendait un peu de se faire ouvrir la gueule, comme ça rappelait un peu la dernière confrontation contre l'Angleterre, où c'est vrai qu'en préambule du dernier Six Nations, on avait aussi envoyé des mecs un peu jeunes, on avait envoyé une équipe jeune qui avait peu de sélection, et on s'attendait un peu face à ces vice-champions à se faire ouvrir en deux, clairement. Et c'est ce qui s'était dit cette semaine, on s'attendait un peu à tout ça, sauf qu'il y avait les prémices d'un truc, tu vois, pendant cette semaine, c'est que les Anglais ont été arrogants. Et on avait conclu notre émission de la semaine dernière en disant quand les Anglais sont sûrs de leur force et quand les Français se chient un peu dessus, ça donne des bons matchs. Et très tôt dans ce match, on a senti ça un peu. On a senti que dans la semaine, ça a parlé un peu. Les Anglais étaient fâchés d'avoir une équipe 3 face à eux, que la France leur envoie une équipe 3. Ils se sont sentis attends, mais pardon, nous, tu vois, mon pote, champion du dernier Six Nations, vice-champion du monde, on nous a envoyé. Bah ouais, mon pote, sauf que Ibanez l'a très bien dit en conférence de presse. Les mecs qu'on envoie, certes, c'est pas les premiers choix parce qu'il y a une convention LNR qui a fait que non. Seulement
vraiment les mecs qu'on envoie, c'est des mecs qui savent jouer, c'est des mecs qui connaissent le rugby, et c'est des mecs qui connaissent le terrain. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans cette première mi-temps, c'est que les Anglais sont arrivés, je pense, sûrs de leur force. Et on leur a envoyé dans la gueule des petits minots qui avaient très faim et qui l'ont montré en fait quoi. Et tu conclus la fin de ta description de la première mi-temps par un Eddie Jones qui peut-être l'avait un peu en travers, mais putain, j'espère bien qu'il avait en travers, parce qu'à chaque fois, mais sérieux, à chaque fois que je voyais sa tête à l'écran, je me disais, est-ce que tu ravales tes paroles là ou pas? Est-ce que là, tu te dis, j'ai peut-être parlé un peu trop? Parce que franchement, défensivement, ça a été très, ça a été très violent, hein. Ça a été une première mi-temps très violente, les impacts étaient très violents. Je pense que la France a joué sur ce qu'il avait fait gagner d'ailleurs sur leur dernière confrontation contre l'Angleterre, hein, c'est-à-dire une défense très féroce, agressivité. Complètement, et à les faire déjouer un peu. Je pense que les Anglais sont un peu retombés de leur piédestal pendant cette première mi-temps. Il apprend pas vite, Eddie Jones, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais il fait systématiquement les mêmes conneries quand même. Hein. Ouais, c'est incroyable. En préparation d'avant-match, il devient vraiment mauvais comme un cochon, là. C'est quand même grave. Mais je crois que c'est le préparateur mental de l'équipe de France, en fait. Ouais. D'une certaine manière. Quelque part. C'est très bien dit. C'est vrai, quoi. Non, mais moi, je te rejoins, Théo, là-dessus. C'est hallucinant. Que ça frôle. Enfin, c'est pas que ça frôle d'ailleurs. C'est un manque de respect, je trouve, par rapport. Enfin, il s'est quand même pris une belle fessée. Enfin, pas une belle fessée, mais il s'est quand même pris un gros match pendant les 6 nations. Il se permet encore cette remarque, mais qui a tout à notre. Enfin, qui est très bien pour nous, hein, parce que je pense que tout le monde ça a nourri l'envie française. Et c'est vrai que on l'a vu dans cette première mi-temps, c'est que ils n'ont pas existé, ils ont été étouffés sur l'ensemble des plaquages, à reculer, que ce soit les premières lignes ou même au niveau des centres, etc. Ça reculait, quoi. Et c'était impressionnant. C'était vraiment ma seule chose à la mi-temps, ma pensée, c'était bon, c'est très bien pour la première mi-temps. Est-ce qu'ils vont tenir? Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Bien sûr, on se dit à la mi-temps, rien qu'une mi-temps comme ça, même si t'en prends 30 en deuxième mi-temps, tu te dis les mecs ont fait le job tellement elle était belle, quoi. C'est un truc de fou. Donc qu'ils étaient encore plus loin, on va le voir après, c'est phénoménal. Underhill, Curry, même Vunipola complètement empruntés, invisibles les mecs. Non mais où étaient-ils? Jelonge qui t'a secoué Vunipola sur un plaquage dans les 10 premières minutes, mais Vunipola il s'est pas fait bouger comme ça depuis 10 ans, quoi. Donc c'est vrai que sur l'engagement, là les Français ont montré des choses incroyables, et ce qui est fantastique, on va reparler du match, mais ce qui est fantastique, c'est d'avoir un réservoir pareil, encore une fois, hein, en prévision de 2023. Quand tu te rends compte que c'est l'équipe B, c'est improbable. C'est fantastique. Fantastique. Et là, c'est presque mal de crâne pour Galtier et Ibanez, parce que remettre les mecs sur le banc derrière, après une prestation pareille, c'est dur. Hein. Ouais. Un vieux Shifumi, et puis... C'est ça. Voilà. Ouais, pile ou face. Après, juste par rapport à l'engagement dont on parle et tout, fallait pas arriver en retard, parce qu'on avait parlé la semaine dernière des deuxièmes lignes qui sortaient un peu, pas de nulle part, mais quand on parle de cette équipe 2, Pesanti, je le bade. Mais t'as vu ça? On parle de Vulipena, mais il prend Vulipena au début, mais genre il le pose, enfin, dès le début, il dit ouais bonhomme, tu me connais énorme. pas, et bonjour, maintenant tu me connais, quoi. C'était assez, parce que mine de rien, bon, on se fout un peu de la gueule d'Eddie Jones, mais mine de rien, sur le papier, t'avais quand même 68 sélections côté français, contre 300, contre presque 400 niveau anglais, enfin niveau de l'expérience. C'était pas fou de dire vous allez vous faire manger, quoi. C'était pas complètement arrogant. Comme quoi ça fait pas tout, d'une part, et d'autre part, ce vieux ressort classique qu'on connaît pourtant tellement dans le rugby, c'est pour ça qu'Eddie Jones là-dessus se trompe, mais d'une manière incroyable, presque indigne pour un mec de sa stature. C'est comment est-ce que tu laisses arriver ces Anglais trop sur deux face à des mecs à qui ils pensent qu'ils vont mettre une petite trentaine de points tranquille en passant une après-midi de campagne? Mais c'est honteux, en fait. Et surtout, il y a eu tellement de fois où ça s'est retourné au rugby contre l'équipe qui est sûre de gagner, qu'à un moment, faut quand même redescendre, quoi.
et encore une fois, je retirerai pas ce que j'ai dit, qui a fait le match de la décennie contre les Blacks en demi-finale de la Coupe du Monde, a quand même perdu en finale, donc ta gueule, je veux dire, t'es pas champion du monde. Redescends. Non mais redescends. Ouais. Et donc tu peux aussi te réinventer un peu, quoi. Un an après, t'as la même compo tu sais qu'en finale de la Coupe du Monde. Par rapport à la même compo, je veux dire, moi quand j'ai revu Joe Marler rentrer en match, je me suis dit, attends, mais what? Lui, j'ai cru qu'il allait nous faire un chabit. Honnêtement, j'étais surpris de le voir. On a tous dit qu'on l'aimait, attention, c'est pas de l'irrespect. On a tous dit ici qu'on l'aimait, que c'était un super joueur, c'est pas de l'irrespect, mais c'est juste, putain, tu sais, on est en 2020, quoi. Qu'est-ce qu'il fout là, en fait? Enfin, pourquoi j'ai quand même l'impression qu'ils renouvellent pas leur stock de joueurs. Il n'y a pas de joueur qui nous surprend, qui nous étonne, où on se dit attention, pépite. Et nous, les Français, là, depuis un an, on en sort des wagons. Bien sûr. Bonjour 2023. ça déborde. Ouais. Les Anglais, c'est les mêmes joueurs, mais ils ont quand même changé leur coupe de cheveux. C'est absolument affreusement dégueulasse. On va revenir. Il faut faire une parenthèse là-dessus, bien sûr. Est-ce qu'on peut faire une toute petite minute coupe de cheveux? Parce que là, ça va beaucoup trop loin dans ce domaine, honnêtement. Marler et Will Stewart, mais je n'en peux plus. Des mecs comme ça, il faut retourner à avant 92 et l'arrêt Bosman, il faut des quotas pour des coiffures pareilles. Moi, je n'en peux plus là. On a qualifié notre équipe de France d'équipe de coiffeurs. Pardon, mais peut-être que c'était nécessaire de les faire rencontrer cette équipe d'Angleterre, parce qu'ils avaient besoin de rencontrer des coiffeurs. C'est une horreur. Là, honnêtement, ça va beaucoup trop loin. Pour conclure un peu plus drastiquement sur cette première mi-temps, moi il y a un truc qui m'a choqué dès le début, c'est que il y avait quand on parle de conquête, un peu quand on parle de gros, il y a vraiment deux terrains de jeu sur lesquels les gros peuvent s'exprimer, les deux terrains de jeu de conquête, c'est-à-dire la touche et la mêlée. Et c'était assez incroyable parce que niveau français, on leur a piqué 2 ballons en touche, on était très bons sur les touches, sur un des aspects de la conquête, on était très fort, et à côté de ça, sur la mêlée, on s'est fait clairement bouger. Ça me fait chier en tant que Français d'admettre ça, mais il y avait vraiment un truc où tu dis, je pense que l'envie dont on parlait depuis le début du match, côté français, était là, clairement, mais il y avait une différence entre la touche qui est clairement un truc très structuré, où on peut le préparer, où clairement la France a pris l'ascendant dessus, et sur la mêlée où malheureusement, le rapport de force est clair. Je pense que l'expérience joue beaucoup. Sur la mêlée, on s'est fait bouger de fou. De fou, je te trouvais un peu sévère. On en a quand même tenu un paquet des importantes. On s'est fait bouger 2-3 fois, un peu plus que. De fou, non. Allez, si on retourne au match, on démarre le deuxième mi-temps. À 43 minutes, les Anglais se montrent dangereux après une erreur française. Des changements bizarres côté anglais à 43 minutes. Farrell se fait exploser par Dante. On essaie de sortir de chez nous, mais notre numéro 4 plaque sur les bras et c'est pas bien, les jeunes. Faut pas faire ça. 3 points pour Farrell. On perd un échange de pied avec un mauvais passe de Jalibert. Faute dans la mêlée, mais 3 points encore ratés par Mr. Farrell. Le match commence à changer un peu. Penal touche pour les Anglais, mais on pique le touche, on met la pression, mais il y a des erreurs par des deux équipes, mais surtout nous. Plaquage haut, un peu douteux, je sais pas, mais Farrell manque encore son 3e coup de pied. Jalibert sort blessé. Raka fait un souplex sur Johnny May, mais c'est nos grattages de ballon qui nous sauvent à plusieurs fois, et pas juste les avants, mais le numéro 9, le numéro 11, tout le monde mit le nez. Charbonnel, il nous donne 3 points de plus, 16-9, mais les Anglais sont de retour dans nos 22. Owen mit un autre pénalité, 16-12. Carbonel fait le même, poteau entrant, sous les sifflements anglais. 19-12, les Anglais saignent et il nous faut quelques minutes à tenir, mais non, les Anglais marquent un essai à la dernière minute, 19-19. Ouais, à ce moment-là, en fait, le ciel s'obscurcit. C'est-à-dire que quand tu domines un match de cette manière, que tu es à 19-12 à 30 secondes de la fin, et que les mecs reviennent à 19 partout, t'as déjà un peu perdu ton match. Et après, ce qui se passe est anecdotique. Ce qui est lamentable sur cette fin de match et de temps réglementaire, mais vraiment lamentable. Non, mais c'est un gros coup de gueule. C'est que il y a un en avant grossier sur l'action qui précède cet essai, qui précède la touche qui va précéder cet essai, qui n'est pas vu par l'arbitre, qui est tout à fait son droit. Maintenant, il y a de la vidéo, ils ont des bip-bip, des casques, des machins, des piles dans les poches. Le mec, il sert à quoi? Il dort en cabine vidéo, il dort. Non, sans déconner, c'est insupportable. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui me dépasse complètement. Ça n'enlève rien au plaisir que j'ai eu à voir ce match et franchement à halluciner du niveau d'engagement et de performance des Français. Et après, dans les 2 petites prolongations qui terminent l'issue,
comme a dit Galtier très justement, tu perds sur des décisions contestables. C'est pas une arnaque absolue, mais la pénalité qui siffle avec Itoge au grattage, elle est plus que discutable parce qu'Itoge n'est pas du tout au ballon, il est sur le dos du joueur. Il est certes sur ses appuis debout dans le môle, mais il n'a pas du tout les mains sur le ballon. Donc, il peut aussi bien le siffler en lui disant « vous gênez la libération, dégagez de là ». Et on a quand même eu les Françaises qui se sont fait ouvrir en deux à Twickenham sur une même faute bidon il y a 15 jours. Là, c'est les Français, donc c'est quand même reparti, il faut le dire, pour le grand cirque des enculeries d'arbitres britanniques qui nous la mettent. Quoi. On était en retrait jusqu'à maintenant, et là, voilà, ça sort. Ça gâche pas mon plaisir, mais c'est un truc de fou de se faire enfler comme ça. Et j'espère que ça va un peu causer et que cet arbitrage va être un petit peu revu et que monsieur, je sais plus comment il s'appelle, l'Irlandais, il va aller arbitrer de la Pro D2 un peu là pour se rappeler 2-3 règles quoi. La fin de la première mi-temps quand même montrait ce qui s'est un peu passé en deuxième mi-temps, c'est-à-dire que les Français peut-être vont proposer moins de jeu en effet, mais en défense tu ne passeras. Enfin, il y a un truc. Cette phase défensive, elle est mythique. Elle était mythique, mais incroyable. Les mecs ils se sont donnés comme des porcs. Mais c'était incroyable. Et voilà, on l'a fini cette mi-temps sans les faire passer, c'est incroyable. Et ça a un peu donné le ton de cette deuxième mi-temps. Après, sur cette deuxième mi-temps, donc avant les prolongations qui sont arrivées, je pense ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant que la prolongation arrive, déjà, il y a un truc qui s'est passé. Là, les mecs étaient en face d'eux, en face de ces Anglais. Ils ont tenu le match. Et au bout de 80 minutes, mais ces vice-champions du monde, ils avaient face à eux des bonhommes. Qui l'ont tenu. Les mecs ont 24 ans de moyenne d'âge, mais ils ont tenu des vice-champions du monde. Par rapport au réservoir de l'équipe de France qu'il y a, c'est super kiffant. C'est incroyable ce qui s'est passé. Oui, on arrive sans perdre effectivement à la fin de ce temps réglementaire contre une équipe qui comptait nous passer à la moulinette. Et derrière, ce qui se passe, visiblement les joueurs, ils savaient même pas quelle était la règle qui allait s'appliquer en prolongation. Non mais oui, effectivement, c'était un format totalement inédit. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que la fin d'un match se joue en mort subite dans le rugby. En tout cas, dans le rugby à 15, c'est une des rares rencontres en plus en dehors des Coupes du Monde où on a autant de suspense dans un temps de prolongation. Donc voilà, le principe du golden score, voilà, la mort subite, le premier qui marque a gagné. Et pour être tout à fait honnête, moi je pensais que c'était le premier qui marque un essai. Donc en fait... Quand Farrell rate quand Farrell rate sa 4e pénalité, je me dis oh bah bon, il a juste raté, j'avais pas capté qu'on avait frôlé la mort. Mais voilà, mais non, je trouve qu'en tout cas ça a rajouté du piment à un match qui évidemment n'en manquait pas, mais je trouve que ça a donné une certaine saveur. Voilà, encore plus frustrante évidemment, mais assez particulière quand même à ce genre de rencontre. La mort subite au rugby, ça devrait être de la bière, c'est tout. C'est n'importe quoi. Voilà. Je suis d'accord. Il me semble, en hockey, en fait, ils font un truc assez intéressant, c'est qu'ils enlèvent un joueur après certaines minutes, ils enlèvent un joueur. Donc, en fait, à la fin, on finit 7-7, ça serait pas mal quand même. Parce que jusqu'à là. C'est génial. Ce serait plus marrant. Allez, le prolongation démarre et tout de suite, nul, pénalité contre nous. On offre la victoire au pied de Owen Farrell, mais il a raté, c'est son 4e. Et ensuite, Vanipola a fait un en avant. On va gagner mais non, pénalité contre nous. Mais on gratte le ballon et on perd le touche et j'en peux plus en fait. C'est fini. Please make it stop. Fin de deuxième première mi-temps, début de 4e carton. On n'arrive pas à enlever les mains de Itoge qui offre la pénalité de la victoire à Owen Farrell qui cette fois il est mis. On est 2e de ce premier Autumn Nations Cup. Ouais. Oui, et moi je dois dire que je n'ai jamais autant aimé et détesté Farrell dans un seul match. Tu l'as aimé quand il ratait Remettons les choses à l'endroit. Le Autumn's Cup, c'est une compétition en rotin, c'est n'importe quoi, on le sait très bien. Qui se joue dans des stades vides dégueulasses. Ce sera le pire souvenir de joie dans un stade. Or, nous, si on aime le rugby, c'est pour s'éclater dans les stades. Donc, passons tout ça par pertes et profits. Moi, je continue de penser qu'on a largement plus mérité de gagner ce match qu'eux et qu'il y a plein de commentaires qui vont venir confirmer ça. Selon nous, on a gagné le tournoi aussi, Théo, quoi. Ouais, mais à un moment, c'est juste horriblement frustrant. Par contre, on a des enseignements fantastiques. Voilà.
Moi, j'ai quand même envie de souligner la performance de Brice Dulin. Maintenant, c'est Oh un là Rochelais, là, donc on peut quel même pas dire que je suis bijou. un fan du Racing, mais C'est vrai, je veux t'as de la dire, chance. le match que fait Brice Dulin, c'est le match parfait. Il fait pas une erreur du match, pas une Ouais, faute. mais il est de Non, mais attends, partout. combien il a pris de ballons hauts? Après, j'ai trouvé que Raka était quand même souvent, comme on l'a dit, un peu emprunté en défense, et il y a 2-3 fois, ça nous a fait mal, ça a remis les Anglais dans le coup. Et s'il y avait juste un truc, je trouve, à reprocher aux Français, c'est que finalement, le banc, quand ils sont rentrés, ils se sont mis au diapason, ils n'ont pas déçu, mais il n'y a pas eu d'impact player. Il n'y a pas eu un apport du banc qui a fait que, le mec frais qui rentre et qui fait basculer. Ils se sont mis au diapason des autres. Tu vois, un Sekou Makalou, il fait une rentrée tout à fait correcte, convenable, il gratte un ou deux ballons, etc. Mais j'ai pas vu le Sekou qui nous a fait rêver avec le Stade Français, où il aurait pu tuer le match avec son talent, et ça, je l'ai regretté, voilà. Non, mais j'allais dire, ils ont pas eu beaucoup de. Ils ont eu au final assez peu de ballons. Je regardais les stats de possession. Au final, l'Angleterre, elle est à 53% de possession de balle sur l'intégralité du match, mais on peut dire qu'en première mi-temps, elle est quand même beaucoup moins en possession que sur la deuxième mi-temps. Et je pense que les bons ballons d'attaque, il y en a eu quand même assez. Enfin, peu aussi sur la deuxième mi-temps, notamment la deuxième partie de la deuxième mi-temps, au moment de l'entrée de Makalou. Théo, tu nous as parlé de Brice Dulin. Alban, est-ce que tu avais un joueur en particulier qui pour toi a Bah, vraiment moi, brillé? j'avais noté Brice Dulin comme étant un peu mon joueur du match, et il a, après sa copie incroyablement propre contre l'Italie le week-end dernier, il fait une deuxième partition, premier de la classe. Je trouvais qu'il était d'une justesse technique, voilà, enfin, son placement excellent sous tous les ballons. Il a pas beaucoup commis, enfin voilà, il a pas commis d'erreur. Il a toujours trouvé des bonnes zones au pied dans le camp adverse. Un pied gauche incroyable, voilà. Il plante un essai. Enfin voilà, c'est vraiment, je trouve qu'il est rassurant en fait. Sur ces deux matchs, il a été Oui. voilà, il est rassurant, il est juste. Et après, non, j'aimerais saluer, pour une fois, j'aimerais saluer les avants, mais je trouve que le troisième ligne, Anthony Gelonche, le castré, qui fait quand même un match exceptionnel, 19 plaquages dans ce crunch aujourd'hui, et je trouve que voilà, il a été précieux dans tous les secteurs de jeu. Et voilà, j'ai aussi, voilà, je trouve que Pesanti et Gérassi, on en parlait tout à l'heure, ont été aussi très renversants. Enfin voilà, c'est auteur aussi de quelques fautes, enfin deux fautes chacun, qui ont été un peu qui nous ont forcément qui ont redonné la possession aux Anglais, mais je trouve que voilà, que le pack d'avant a été aujourd'hui fantastique. Et le petit Moefana au centre, 20 Ah oui, piges, ouais. Enfin, il allait sacrifier lui à un moment. Oh la vache. il est monstrueux. Ouais. On l'a déjà dit, mais je pense que ça se confirme à chaque sortie. Il y a deux choses, moi, qui me paraissent vraiment importantes. C'est que, d'abord, on a une ossature d'équipe très costaud avec des champions du monde du vin qui sont des gagnants dans leur tête et qui se sont construits comme des jeunes champions comme ça. Donc, ils ont peur de personne. C'est incontestable. Et deuxièmement, je pense que là, on commence aussi à toucher du doigt l'intelligence managériale de Fabien Galtier et Raphaël Ibanez, qui forcément, pour arriver à avoir une équipe qui se comporte comme ça, les a mis dans des dispositions mentales fantastiques. Donc ça, c'est génial. On le voit pas trop, on sait pas ce qui se passe. Moi, j'aime pas trop quand on va avec les caméras dans les vestiaires, etc. Ça m'énerve. Laissez-les faire, mais regardez le résultat, quoi. Force est de constater que depuis que Galtier est là, il y a quand même une dynamique. C'est-à-dire que tu as l'impression que les joueurs qui sont là, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et finalement, sur cette équipe de France, parce qu'ils sont bien encadrés, donne une prestation qui est vraiment pour laquelle on s'est tous emballés. Et du coup, je pense qu'il faut quand même remettre des lauriers à Galtier, pas que, parce qu'il y a Ibanez derrière, il y a quand même Servat sur la mêlée, il y a quand même notre ami quoi, dont on a eu la chance d'avoir une interview, Karim Ghezal, qui est sur la touche. Il y a quand même et surtout Sean Edwards sur la défense, et qu'on a vu très très tôt dans ce match aujourd'hui l'impact de la défense. Je pense qu'ils ont réussi à créer une team, à créer une équipe qui porte ses individualités vers quelque chose de beau. Et quelles que soient les individualités, parce que ça l'a prouvé aujourd'hui que même l'équipe de bis peut faire quelque chose peut rivaliser avec des vice-champions du monde. Pour revenir sur ce que tu disais sur Eddie Jones, tout à l'heure, il a livré une petite interview dans l'équipe après le match, et je trouve qu'il a des mots qui ne soulignent encore moins cette humilité qui visiblement n'existe pas chez lui, parce que il dit que il est très heureux de la victoire, mais qu'il n'était pas au top aujourd'hui. Il ne sait pas trop pourquoi. On joue pas très bien,
on joue pas Oh aussi là bien là. qu'on voudrait, mais malgré cela, on a donné le meilleur de nous-mêmes jusqu'à la fin et c'est important. Enfin, et je trouve qu'il a même pas la lucidité de dire qu'il était face à une équipe de morts de faim. Il parle du style de jeu en ce moment, son style de jeu, son choix de jeu avec beaucoup de coups de pied, aucun jeu, aucune relance. Hein, honnêtement, on a vu aucune relance anglaise aujourd'hui. Que c'est un peu le rugby du moment, qu'il faut que les critiques. Non, mais ça veut juste dire qu'il a toujours pas Non, compris, mais quoi. c'est incroyable. Je trouve ça incroyable de livrer. C'est pathétique. Pour finir sur Eddie Jones, on l'avait quand même un peu taillé quand il a remis exactement la même équipe en finale de la Coupe du Monde que celle qui avait battu les Blacks en demi. Non, mais c'est un mec conservateur qui est enfermé aujourd'hui dans ses certitudes. Bon, ils ont gagné 22-19, ok, mais je pense que il est en train aussi de montrer ses limites, Eddie Jones. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais pour moi, sur ce genre de comportement et d'attitude avant le match, pendant le match, après le match, il est en train de montrer qu'il plafonne, Pépère. Voilà. Je pense qu'on a tous vraiment pris plaisir de regarder ce match. La bonne nouvelle, c'est que on va revoir très bientôt les Anglais pour les prochaines 6 nations. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Après, on va passer à d'autres matchs internationaux. Je vais démarrer avec Argentine-Australie. Donc un autre match nul. À nouveau 16 partout. Bon, ce qui est surtout un petit peu sur le haut de l'actu concernant l'Argentine, malheureusement, c'est les informations qu'on a apprises en fin de semaine dernière concernant les ex-propos fort déplacés de Matera et d'autres joueurs dans des tweets certes anciens, mais néanmoins plus qu'inqualifiables. Et malheureusement, ça fait quand même vraiment redescendre de son piédestal ce garçon qu'on avait envie de bien aimer. Là, il y a une petite thérapie à faire, je pense, Pablo. Donc, moi, j'ai du mal un petit peu à m'en détacher, là. Tu l'as très très bien dit, c'est-à-dire que on aime ce mec et on comprend pas et c'est assez fort ce qu'il a dit pour mériter des explications. Et moi, pour continuer dans ton sens, il y a un truc qui m'agace beaucoup, c'est que au bout de 2-3 jours, la fédération argentine considère que, je sais pas, sa rétractation ou ses excuses suffisent à... je suis pas du tout pour aller dans le sens d'humilier une personne sur des choses qu'elle a dites il y a 10 ans ou quoi, je m'en fous, tu vois. Mais à partir du moment où une fédération prend position pour aller à l'encontre de certains propos et pour revenir dessus... Ouais, elle passe pas le balai 2 minutes après, quoi. Non, mais c'est vrai, en Argentine, il y a quand même un vrai système je dirais pas de caste, mais il y a une histoire liée à l'immigration européenne notamment qui fait qu'il y a un certain racisme dans certaines, voilà, dans certaines catégories sociales, un peu de discrimination restante. Et c'est vrai que le rugby là-bas a toujours été un sport d'élite, comme ça a pu l'être aussi dans de nombreux pays européens. Et il peut y avoir ce genre de mauvaises réactions qui sont tout à fait punissables et qui doivent l'être, même si c'est pour moi 7 ans après ou 10 ans après. Donc voilà, après effectivement c'est dommage. Il y a un truc qui est très symptomatique, c'est-à-dire que les Argentins ont reproché à l'équipe argentine de rugby de pas assez honorer Maradona. Ça veut dire qu'en fait il y a une vraie scission entre les rugbyman et les footeux, quelque part, en Argentine. Là-bas, clairement, le foot c'est populaire et le rugby c'est un truc d'élite, tu vois. Et le fait que déjà ils sont pris dans la gueule le fait contre leur match contre les All Blacks, les Argentins ont considéré que le rugby argentin n'a pas assez honoré Maradona. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les Blacks ont plus honoré Maradona que les Argentins eux-mêmes, ce qui est quand même assez lamentable. Exactement. Il y a une vraie scission entre le populaire et l'élitisme supposé, enfin factuel pour le coup, mais l'élitisme du rugby argentin. Malheureusement, je pense que la fédération aurait pu la jouer un peu mieux, au niveau de la com, hein, pour le coup, on parle que de com, je pense qu'elle aurait pu jouer un peu mieux en embrassant un peu les classes plus populaires par des excuses plus appuyées, et je pense que c'est là où la fédération argentine s'est un peu trompée. Voilà. On revient sur le Autumn Nations Cup et finalement on a la chance, on peut voir Fidji jouer, donc Fidji contre Géorgie, et franchement ce match est juste imprononçable avec tous les noms. Mais
Mais on est vraiment tous super contents de voir un certain centre, Samir Radradra. Le match démarre avec un erreur georgien et Fidji marque 2 minutes après par un numéro 11 qui est juste immense. 4 minutes plus tard, essai par des avants fidjiens. Les Georgiens, ils ont l'air mal nourris en face de cette équipe fidjienne. Fidji marque encore numéro 14 qui s'appelle The Boss. C'est quand même pas mal comme surnom. 19-3 en 19 minutes. 3 minutes plus tard, les Georgiens organisent et essayent par un numéro 8. On reste à 19-10 pour un certain temps. 54 minutes, le bus numéro 14, il détruit 4 mecs avant de passer le numéro 7 qui fait un essai sublime. 5 minutes plus tard, un super coup de pied par le numéro 10. Le 11 marque son deuxième essai pour Fidji. Le doublé devient un triplé pour le 11 fidjien. Après un percé dévastateur, personne n'avait envie de lui plaquer. 38-10. Georgie marque un essai par numéro 7 et après il marque un autre, donc un doublé pour lui. 38-24. Et voilà, les Fidjiens nous a manqué. Oui, et puis les Géorgiens qui ont marqué 24 points, ce qui est toujours bien. Allez, Pays de Galles, Italie. Italie qui n'a pas gagné en 2020, mais ils ont un nouveau nom à suivre, très italien, Bramstein. Bon, bonne toujours nouvelle. un Sudaf dans ils vont équipe. marquer des points. Voilà. Je pense qu'il est allemand. On va parler de ça encore avec des Irlandais. Allez, bonne nouvelle. Ils vont marquer des points aujourd'hui, les Italiens, mais c'est les Gallois qui ouvrent le score. Tiporek qui fait tout le travail avant de passer à son numéro 8. 7-0 devient 14-0 avec un essai des avants. Joli coup de pied, Italie marque un essai et presque un deuxième, donc c'est le mi-temps 14-13 toujours pour le Pays de Galles. Italie joue un beau rugby, vraiment, ils essaient côté gauche et ça ouvre côté droite pour un essai par numéro 7 qui a maltraité son adversaire, il lui a jeté hors de stade, c'était impressionnant avec sa course. Italie gagne ce match 18-17 pour un peu, un autre essai gallois où la troisième ligne perce et donne en arrière Gareth Davis. George North est un peu chancé, son essai est accordé. Et le dernier essai, encore le troisième ligne, donc là c'est un percé par le numéro 8, Falateo, mais cette fois il ne passe pas en arrière, mais plutôt à Tiporik, son numéro 7, un sacré troisième ligne quand même, ils étaient impliqués dans 3 essais il me semble, donc 38-18 pour ce Pays de Galles, quand même mieux pour Italie, qu'ils ont perdu 48-0 dans les 6 nations. Dans cette Autumn Cup, l'Italie aura au moins vécu une mi-temps. Ouais, ils font une mi-temps, Ils ont de ils quoi font une rivaliser, mi-temps de ce ouais, niveau-là tous les 2-3 ans. C'est un peu ça le problème, quoi. Ils ont une heure de jeu en fait, les Italiens, quoi. C'est ça. C'est ça qui... Ouais, il faut juste 20 minutes de plus. Allez, si on passait à la dernière match de ce Out of Nations, donc c'était Irlande contre l'Écosse, donc Irlande avec le retour de Sexton, Scotland qui est sans leur Donkey Weir qui n'est pas là, mais ils ont 2 Van Der, donc il y a un Van Der Merle et un Van Der Walt, comme tu as dit toujours, plein de soulaf, mais pas un seul McLeod. Écosse qui se trouve rapidement sous la pression, mais c'est les jambes et appui de Hogg qui les fait sortir. Beaucoup de pénalités et des jolis ballons en main pour les Écossais. 9-3. Après, on voit la même pénalité de la semaine dernière où il y a un en avant qui est un peu trop volontaire pour un Écossais. Donc carton jaune et pénalité. Donc logiquement, Irlande revient dans le match avec un pénalité de 3 points et un essai. Donc il prend la tête 11-9. Début de deuxième mi-temps, un essai de Healy. Quelques minutes plus tard, un essai par le numéro 11 irlandais. 25-9. Réponse de Van der Merle de l'Écossais avec un essai individuel. 25-18. Fin de match assez rugueux. Un essai après 17 phases de jeu pour le numéro 7 Irish, mais essai refusé. Les Verts gagnent quand même leur 3e place dans ce Autumn Nations Cup avec une victoire 25-18. Allez, si on passait rapidement au top 14. Ouais, il y avait effectivement des matchs du top 14 ce week-end, donc beaucoup de victoires à l'extérieur, puisque Toulouse a été gagné à Bayonne, 24-20, Brive a été gagné à Agen, 15-6, Castres a été gagné à Pau, Lyon a gagné à la maison contre La Rochelle, et le Racing a été gagné tout simplement à Bordeaux-Bègles. Donc ça fait beaucoup de victoires à l'extérieur, ça fait surtout un classement qui commence à se dessiner un petit peu avec une équipe Agen en fait qui est complètement décrochée maintenant puisqu'ils sont à 2 points et donc on sait qu'ils ne s'en remettront pas. Et puis un championnat pour ne pas descendre entre eux, grosso modo les Castres, Pau, Brive, Montpellier à peu près. Et en haut La Rochelle qui caracole en tête quand même, Toulouse du derrière, le Racing. Et donc dans les 6 ils sont accompagnés par Clermont, Lyon, Toulon. Donc toujours cette petite difficulté des équipes qui montent et qui souffrent depuis plusieurs années comme Castres et Brive à être ailleurs que dans la queue de peloton. Donc on verra ce que ça donnera pour la suite.
Si je peux me permettre, c'est assez incroyable en fait que La Rochelle caracole en tête, parce que souvent on donne la justification de l'ascendance à des équipes qui sont un peu installées depuis des moments. La Rochelle, ça fait 4-5 ans qu'ils font des bons scores, qu'ils se placent bien, mais je pense que chaque début de saison, personne ne les imagine gagnants sur la fin de saison, La Rochelle. On pense à chaque fois aux grosses écuries, et La Rochelle, ça fait plaisir quand même de les voir. C'est une équipe, La Rochelle, qui a quand même un recrutement extrêmement cohérent depuis plusieurs années, très stable, un président très stable, Jono Jiggs qui est là depuis quelques années maintenant, Jono Jiggs, l'entraîneur, et puis des joueurs de grand talent, même si là ils ont perdu à Lyon, il leur manquait quand même Bourgarit et Dulin. Quand tu vois les matchs qu'ils font en équipe de France, tu te dis que s'ils avaient été là, ils viennent mourir à 4 points, ça aurait peut-être pas été la même. Voilà, Danty l'année prochaine. Bientôt Danty qui rejoint La Rochelle. Et puis ils ont quand même dans leur équipe Aldrit, moi j'aime beaucoup leur numéro 9, Carvalho, le Néo-Z, là qui ressemble un peu à un troisième ligne. Enfin, ils ont une très grosse équipe, hein, donc ça peut tout à fait être la surprise de l'année. Et puis ce qui est super sympa, là pendant le Covid on le sent un petit peu moins, mais c'est que c'est un stade qui joue à guichet fermé depuis plusieurs saisons, et donc il y a un magnifique public aussi, et c'est quand même pour ça qu'on aime ce sport. Effectivement, pour finir sur le sujet top 14, on notera la belle initiative du Stade français. Non, je ne défends pas mon club, mais quand même, je trouve que c'est vraiment un beau geste qu'ils ont réalisé, c'est-à-dire de renommer la tribune Paris en tribune Domi, avec le numéro 11 placé dans la tribune face caméra. Donc c'est un beau dernier hommage à ce fameux Domi qui nous manquera évidemment. Parfait, merci. Allez, on va passer rapidement à mon entretien avec Lionel Quenardel de Recycling Rugby. Pack de potes, terrain 10. Il est bientôt Noël et peut-être vous cherchez un petit cadeau pour votre pote de rugby ou vous avez envie de faire un don solidaire. Donc, nous avons décidé de mettre un petit lumière de bougie sur Recycling Rugby. Voici son responsable, Lionel Quenardel. Lionel, est-ce que tu peux nous présenter Recycling Rugby rapidement, s'il te plaît? Recycling Rugby, bonjour à tous. Recycling Rugby, c'est une page Facebook qui fait en fait la transition, le lien entre la section rugby du collège d'Hydro à Massy, où je suis enseignant, que j'ai ouverte il y a plus de 20 ans maintenant, ça ne nous rajeunit pas, et la Serge Betsen Academy, pour laquelle je suis bénévole et le responsable rugby, qui est une association humanitaire dont tu as déjà parlé à l'occasion, notamment avec Serge Betsen directement, son président, il y a quelques podcasts de ça, qui œuvre principalement au Cameroun et depuis quelques mois au Mali également. Voilà. Et Recycling Rugby propose une démarche à la fois éducative, éco-responsable ou avec des notions de développement durable, puisqu'on fabrique des confections avec des vieux ballons de rugby pour leur donner une deuxième vie, on va dire, au profit de la Serge Betsen Academy. Voilà, vous prenez des vieux ballons de rugby, vous retransformez ça en sac, par exemple, ou porte-monnaie, ou trousse d'écolier. Et vraiment, c'est super sympa. Donc, d'où est venue cette idée? L'inspiration au départ, elle est venue d'un voyage qu'on a fait au moment avec les élèves, au moment de la Coupe du Monde 2015, donc à Londres. Et on a rencontré une autre association avec laquelle on collaborait déjà avec la SBA, avec la Serge Betsen Academy, qui s'appelle Kampuchea Ballop, et qui a un petit peu la même démarche que nous, mais à Phnom Penh, au Cambodge. Et eux se servaient de ballons, notamment via une grosse ONG qui s'appelle Friends International, pour faire travailler des familles à Phnom Penh au niveau couture. Donc, ils recyclaient déjà des ballons. Donc, notre grosse inspiration, eux, ils faisaient des portefeuilles, des wallets, comme on dit chez toi. Et depuis, nous, on a étendu la gamme. Alors, on s'est inspiré d'eux, avec leur accord, bien entendu. On a étendu la gamme avec différentes confections, puisque, comme tu l'as dit, on a des sacs, différents types de sacs. On a des trousses de toilettes, on a des trousses d'écoliers. Là, récemment, on leur a fait faire aux élèves des petits porte-clés. Donc, la production, elle est à 100% au niveau du collège. Et les gamins sont autonomes. Nous, notre objectif aussi, c'est que les élèves prennent conscience des ressources et de la nécessité qu'on a à l'heure actuelle de moins jeter et d'avoir des poubelles moins grosses et de façon moins conséquente, quoi.
Donc c'est un bon apprentissage pour les enfants. Si j'ai bien compris, vous recevez les ballons, ensuite vous transformez, c'est les collégiens en fait qui travaillent, qui transforment ces ballons en sacs, et après vous vendez les sacs, et après le lien avec le Serge Betsen Academy, c'est les bénéfices vont vers le Serge Betsen Academy, c'est bien ça? Exactement, exactement. Il y a tout un travail donc de récolte des ballons. Il y a beaucoup de clubs qui nous envoient des ballons en France principalement, évidemment, mais aussi des clubs en Belgique, en Angleterre. Enfin, on reçoit vraiment beaucoup de ballons. Il y a tout un travail de tri et de nettoyage, parce que tous les clubs n'ont pas des synthétiques, donc il y a encore pas mal de boue sur les ballons qu'on reçoit. C'est pareil, on essaye de nettoyer les ballons avec de l'eau de récupérateur de pluie, par exemple, ce qui n'est pas toujours évident. Bref, les élèves les coupent, découpent, les coupent, donc les trient, les lavent, les coupent. Et après, on travaille avec un maroquinier, une petite PME on fait tout ça en circuit court. Hein. Notre objectif aussi, c'est de faire prendre conscience aux élèves que il faut travailler en cycle court pour avoir une empreinte carbone la plus faible possible. Donc, c'est un petit maroquinier, une petite société WGY qui est basée à Brière-le-Châtel, à 10 km de Massy, dans l'Essonne. Et qui travaillaient notamment, par exemple, par rapport au confinement, ils étaient en chômage partiel, ils ne travaillaient plus que pour nous. Donc, quelque part, on maintient de l'emploi. Il y a aussi une vertu, c'est un cercle vertueux. Hein. C'est éducatif, c'est solidaire, c'est éco-responsable, mais il y a aussi une économie locale qu'on essaie de faire fonctionner avec ça. Et là, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a aussi des petits porte-clés qui sont faits par les élèves. Donc, et qu'on va vendre à très bas prix, à 1 ou 2 euros pour la SBA, mais que les élèves font entièrement au collège. Voilà. On ne passe plus par le maroquinier pour cette petite confection, on va dire. C'est un bel apprentissage pour des jeunes. Alors, quand même, pour le Serge Betsen Academy, ça fait beaucoup de fonds que vous avez levé, parce que ça fait, si j'ai bien compris, plus de 50 000 euros depuis 4 ans, c'est bien ça? C'est ça. On a commencé les premières trousses d'écoliers, puisque c'était la première confection qu'on a réalisée. On s'en sortit en 2016, donc un petit peu après la Coupe du Monde 2015, on va dire début 2016. Et donc en un peu plus de 4 ans, on a levé 50 000 euros pour la SBA, comme tu l'as dit, c'est exact. Et un autre chiffre qui est assez parlant, on a recyclé plus de 4 000 ballons. Voilà. Ah ouais. Ce que j'ai fait calculer la dernière fois à mes élèves de 6e, ils étaient d'ailleurs assez déçus, mais ils ne se rendaient pas compte du volume que ça représentait. Ça représentait à peu près 20 mètres cubes de déchets en moins. Voilà. Et à l'échelle de la petite section rugby du Collège d'Hydro de Massy, c'est pas si mal, on va dire. Ouais, bravo. Écoute, où est-ce qu'on peut trouver des informations et des photos des sacs et des choses comme ça? Alors, tout passe par la page Facebook Recycling Rugby, hein, qu'on a ouverte, qu'on a créée il y a 2 ans à peu près, pour avoir une vitrine un peu plus sérieuse, entre guillemets, même si tout reste confectionné au niveau local. Hein. Donc, les gens que ça intéresse, ou de nous contacter, il y a toutes mes coordonnées et nos coordonnées, on va dire, sur la page Facebook Recycling Rugby. Que ce soit pour nous donner des ballons, que ce soit pour réaliser une confection très particulière avec son ballon préféré, son ballon de cœur avec lequel on a joué il y a de ça 20 ans, que ce soit pour acheter un sac, que ce soit pour offrir des trousses à l'école de rugby, pour le Noël de l'école de rugby, de leur école de rugby. Donc voilà, nous contacter sur la page Facebook Recycling Rugby. Bah, super. Et en plus, si je voulais faire une commande spéciale, je peux vous envoyer le ballon que j'ai et vous faites un sac avec, c'est ça? Exactement. Alors, c'est chouette. Ah ouais, c'est chouette, mais bon, il y a des délais puisque tout est fait à la main en France, hein, comme tu l'as compris. Il y a un petit délai qui doit être autour de 3 semaines, 1 mois, mais il y a la possibilité d'avoir une confection, on va dire, sur mesure, en choisissant la couleur du sac. Voilà. Génial. Il y a quelques contraintes, il faut que ce soit un ballon taille 5, etc. Mais que les gens nous contactent et on essaiera de répondre au plus près à leurs demandes, quoi. Bah, c'est génial. Donc, je encourage tous nos écouteurs d'aller sur votre page Facebook. Donc, c'est Recycling Rugby sur Facebook. Et franchement, vous allez voir, c'est vraiment sympa. Et par la suite, vous pouvez aller à Serge Betsen Academy pour mieux comprendre en fait d'où va l'argent et quel est le lien. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi. Et pendant que vous y êtes, allez sur Pack de Potes pour mettre un petit like. Et voilà, si vous cherchez un cadeau pour Noël, allez visiter leur page Facebook. Ils font du bon boulot. C'est vraiment des produits super sympas et c'est pour la bonne cause. Lionel, merci beaucoup. Merci à vous, merci à toi Thierry et à toute l'équipe de Pack de Potes. C'est toujours un grand plaisir d'écouter votre podcast qui est vraiment intéressant et très rafraîchissant, très agréable. Voilà, continuez comme ça, on vous écoute. Merci bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Et alors voilà la fin de cet épisode, l'avant-dernier pour l'année. Revenez en 2 semaines pour notre entretien avec Rémi Martin. On vous fera une belle surprise début 2021. Allez les gars, c'était super de passer ce moment avec vous. C'était génial de passer ce pénultième épisode avec vous, ça me fait vraiment plaisir. Mot de vocabulaire. Allez, je vous embrasse à tous, comme dirait Moscat. À tous. Allez, force à vous et non pas farce à vous. À très vite. Ciao, ciao les gars. Ciao.